أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, ce sera un dernier propos également en français pour faire honneur à Bruxelles et une de ses langues nationales. D'abord simplement dans cette dernière intervention, en termes d'introduction, commencer par des remerciements. J'aimerais vraiment, c'est la première fois que nous faisons et nous organisons la conférence internationale à l'extérieur du Qatar. On veut en faire une tradition et j'aimerais commencer vraiment par remercier en votre nom à tous les membres, le staff du European Muslim Network, qui a été notre collaborateur ici comme organisation, notre partenaire ici à Bruxelles pour l'organisation. Donc il y avait autour de Dr Malika Hamidi, également Noura, Sarah et toute l'équipe de volontaires et de personnes, des gens visibles, invisibles. Et vraiment, j'aimerais que quand vous sortez, quand vous les rencontrez, vous les remerciez infiniment du travail qui a été réalisé. Nous nous excusons vraiment pour ce qui s'est passé hier matin, qui a perturbé le temps de discussion et de débat hier. C'était dû à ce que vous savez, beaucoup d'enregistrements, beaucoup de gens qui avaient envoyé, d'autres qui ne sont pas venus, d'autres, et les conditions ici étaient très strictes. On ne pouvait pas avoir de personnes qui étaient en surplus, ce qui fait que finalement toutes les places ont été vendues, mais toutes les places n'ont pas été remplies eu égard à la communication. J'aimerais également énormément remercier tous les membres du CAIL, du Centre pour la législation islamique. Et donc, comme il vient de le dire, il a été notre maître de cérémonie, alhamdoulilah, pendant 2 jours, le docteur Fathi, qui a mené ceci de façon dans les limites de son pouvoir. À partir du moment où il a tenu les rênes, il a tenu à ce que les choses soient faites dans l'heure. Et donc, Karen Armstrong nous disait tout à l'heure, il y a un temps islamique, un temps de musulmans, ce qui voulait dire en gros, nous ne sommes pas souvent à l'heure, arabes, asiatiques ou européens. Donc, s'il y a une chose par laquelle nous colonisons les lieux où nous sommes, c'est par perturber la temporalité, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais j'aimerais vraiment le remercier. Dr Rali qui était ici, qui a mené également, Dr El Khatib que vous venez d'entendre, Badir qui a été également celui qui a travaillé avec le European Muslim Network, l'organisation ici, pour faire en sorte que le live stream, la qualité de l'image, tout ceci puisse être fait et apporté. Fatima Zahra qui est une de nos collaboratrices qui s'est occupée de toute la communication, qui n'a pas eu son visa et qui n'a pas pu venir. Et puis également Dr Mawaheb qui est resté là-bas et qui s'est occupé depuis le Qatar de toute l'organisation. Puis il y a aussi des personnes qui ont été particulièrement engagées dans tout ceci, c'est l'Advisory Board, puisqu'on travaille avec un groupe de personnes. Et puis comme vous avez pu l'entendre également, qui est intervenu à 2 reprises, notre frère le Cheikh Shawqi Lazhar, qui a été également particulièrement impliqué. J'aimerais vous remercier également, vous, parce que je dois vous dire une chose, c'est d'abord, vous avez été présents et patients pendant les 2 jours, en grand nombre, et puis j'aimerais quand même vous dire une chose qui est vraiment, pour nous, extrêmement encourageante, c'est la qualité des questions que nous avons eues. C'est-à-dire que quand on a écouté ce qui a été dit, et hier il y en a qui se sont plaints en disant on a trop écouté, c'est vrai, c'est parce que le temps on a essayé de le rattraper comme on pouvait, mais il y a eu une qualité de questions qui a été particulièrement importante pour nous et j'aimerais vous remercier vous. Et puis il faut savoir que plusieurs milliers de personnes ont suivi cette rencontre en live stream. Nous profitons pour les saluer et de les remercier de leur présence, leur patience hier et de leur présence. J'aimerais également remercier, et c'est d'usage au moment où nous partons, la traduction, tous celles et ceux qui nous ont aidés. On n'a pas forcément toujours été... ça n'a pas toujours forcément été facile. Et je peux vous dire que traduire en anglais ou en français la densité du propos de Cheikh Joudeir en arabe,
c'est un exercice. Et donc, en l'occurrence, dans les deux sens, ils ont pu faire de leur mieux et nous les remercions très rapidement également, et sans les oublier, tous les volontaires. Et puis la sécurité, puisque vous savez que la sécurité nous était importante par les temps qui courent. Certains cherchent la sécurité vis-à-vis de nous, et nous devons avoir la sécurité vis-à-vis de certains. Voilà. Et donc, avec beaucoup d'honneur, j'aimerais également remercier le professeur David Wines qui était avec nous et qui a fait le voyage, apporté sa contribution sur le plan de la pensée économique, de la pensée de la réforme. Vous avez pu également entendre Edoui Plenel qui n'a pas pu être là, mais j'aimerais quand même que tous ceux qui le connaissaient et ceux qui ne le connaissent pas voient la qualité de la réflexion à quoi il nous invite. Nous n'avons pas invité des gens pour qu'ils deviennent nos amis et qu'ils nous fassent plaisir. Ce qu'on a entendu dans le discours, c'était un appel à notre responsabilisation, comme l'a fait notre amie, parce que c'est une amie de cœur, mais c'est aussi une femme qui n'a cessé depuis toutes ces années de questionner la conscience musulmane, la professeure Karen Armstrong, qui est avec nous, moins connue dans le monde francophone, extrêmement connue dans le monde anglophone, qui a écrit un livre sur le prophète salam et énormément de livres sur la religion, et dont j'aimerais que vous vous rappeliez qu'elle est venue aussi nous dire, à partir d'un certain moment, prendre exemple sur le prophète salam, et en entendant le sens de la hijra, de l'exil, c'est tellement être conscient de nos efforts, elle a utilisé le terme djihad, qu'on en arrive à suer avant de se précipiter dans la réponse. Et donc à être dans une perspective d'effort à faire. Et de ce point de vue-là, j'aimerais également la remercier. Vous avez pu passer maintenant 2 jours à des réflexions. Et vous avez pu voir d'ailleurs, que ce soit dans cette dernière séance ou des séances précédentes, qu'à l'intérieur du centre, les débats sont vifs. Nous ne sommes pas tous d'accord sur tout. Nous questionnons des méthodologies, nous questionnons des positionnements. Et il n'est pas question pour nous d'arriver avec un prêt-à-porter idéologique. C'est un centre qui pose des questions, qui veut débattre à l'intérieur, et vous avez vu aujourd'hui l'exemplarité de ces 2 jours, des opinions différentes. La seule chose qui est légitime, c'est de poser des questions. La seule chose qui est une condition, c'est de se respecter dans les réponses que nous apportons. Le questionnement permanent, le respect quant aux réponses, et ceci, vous avez pu le voir. Il y a une chose que vous avez pu voir, ce que nous apportons, c'est des questions sensibles. Et les questions sensibles que nous mettons en avant du point de vue du centre, ce sont des questions sensibles. Elles le sont pour plusieurs raisons. Elles sont sensibles parfois parce que ce sont des questions dans l'air du temps. Ce sont des questions que l'époque nous apporte. Mais elles sont sensibles aussi parce qu'elles nous obligent à revenir au texte et à se poser la question de savoir comment on lit le texte. Elles sont sensibles aussi parce qu'elles posent des questions sur des avis que nous avons pensés unanimes et qui ne l'ont ni été historiquement, ni été islamiquement. Elles sont sensibles parce que, vous l'avez vu également au cours des débats, un certain nombre de savants refusent ce qui a été la compréhension commune de certains termes et de leurs définitions. Et donc ils questionnent. Ce sont des questions sensibles parce que nous questionnons les mots, parce que nous questionnons l'histoire, parce que nous questionnons la majorité de l'opinion, quand cette opinion, elle est majoritaire parce qu'on ne la questionne plus, parce qu'on pense que c'est un acquis. Or, ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de questions qui ne sont des acquis parce que nous sommes ignorants des divergences, ignorants de l'histoire qui fut la nôtre. Sur les questions, par exemple, des sciences, hier, vous avez pu voir sur la question, il m'est arrivé à un moment donné à la télévision de dire, mais en tant que musulman, je n'ai aucun problème avec l'évolution. Et d'avoir été traité de kafir par un certain nombre de gens qui entendaient ceci pour la première fois, qui ne savaient même pas de quoi on parle. Ils ne connaissent ni la science, ni les hypothèses scientifiques, mais ils ont entendu quelque part qu'il y avait une parole islamique finie et définitive. Notre problème, c'est que nous sommes dans l'insulte à l'intérieur parce que nous sommes dans l'ignorance et des textes et du savoir scientifique. Et nous, c'est ce que nous voulons aujourd'hui interpeller dans cette conscience-là. Dans le début qui fut hier mené sous l'autorité du docteur Rali, on a pu entendre le professeur Nidal Gassou mettre en évidence un certain nombre de questions scientifiques fondamentales. La même chose du docteur Damien Howard qui
viennent poser des questions scientifiques. Voilà ce que dit la science. Et puis nous avons aussi des opinions contradictoires du docteur. This is what exactly I'm doing right now. That's inshallah. So, nous avons aussi pu entendre de Dr Muzaffar Iqbal une position qui était une position que nous trouvons parmi les musulmans. Ça existe, cette position existe. Le but, c'est de ne nier aucune position, mais d'ouvrir le débat. Mais ça ne veut pas dire simplement, et comprenez bien, je n'aimerais pas que nous comprenions de ce centre que nous ne faisons que questionner les textes et leur interprétation. Non, nous questionnons aussi les sciences et leurs hypothèses. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a des hypothèses scientifiques, il y a un donné scientifique. Le but pour nous, c'est de ne pas nier la science, mais de ne pas faire semblant de savoir qu'il y a des positions dites scientifiques qui peuvent avoir des positionnements idéologiques, des positions... C'est ça, c'est de ça dont on parle. Donc il n'est pas question d'aller... Et dans la dernière intervention, j'y reviendrai tout à l'heure, on a aussi ce débat-là sur la question des femmes. Et j'aimerais, de ce point de vue-là, apporter et remercier les panélistes et ceux qui ont apporté leur contribution autour de cette question-là. Et il y a eu un deuxième débat. Et moi, ce que je suis en train d'essayer de faire ici, c'est de ne pas les résumer. Ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez, en étant venu ici, quelles sont les questions avec lesquelles on peut ressortir, les responsabilités que l'on doit avoir et les méthodologies qu'il faut questionner. C'est de ça dont il est question. Le but, ce n'est pas avoir une audience où on est content parce que vous êtes nombreux, c'est de savoir la qualité de la réflexion qui ressort d'ici. Le but de la conférence internationale du CAIL chaque année, c'est de répandre le plus possible un mouvement de pensée qui questionne les interprétations, questionne les sciences et responsabilise les individus. Ou alors on ne fait rien, ou alors ça ne sert à rien. Le but, ça n'est pas d'avoir une audience de gens qui sont contents d'un débat, mais qui se responsabilisent, Inch'Allah, par rapport aux questions. Et là, de ce point de vue-là, sur les questions de l'économie, des choses très très importantes. Vous avez pu voir hier que le début, et par exemple dans l'une des discussions, nous ne sommes même pas d'accord sur l'interprétation d'un mot, c'est-à-dire riba. Nous ne sommes pas d'accord et ça demande une vraie discussion de fond. Il y a une grande majorité de savants qui sont d'accord et puis il y a tout à coup une réflexion qui est faite où vous avez Cheikh Abdallah Al-Judair qui dit attention, il faut être très précis. Et vous avez pu voir la qualité de son expression et de son savoir qui questionne. Non pas que ça veut dire qu'il faut être d'accord, mais il faut écouter. Il faut rentrer dans un débat critique. Il faut entrer dans un débat critique sur ce qui a été compris par les textes historiquement. Parce qu'il faut faire attention islamiquement. Si tous les savants sont d'accord sur une position et qu'il y a un savant avec le savoir qu'il faut qui questionne légitimement cette position, on doit l'écouter également. La vérité n'est pas une question de nombre, elle est une question d'argument, elle est une question de réflexion, elle est une question de profondeur. Et si un savant a questionné la majorité des opinions, on ne peut pas le décrédibiliser parce qu'il était tout seul. Il faudrait peut-être même plutôt l'entendre pour savoir comment il a construit son opinion. Et ça, c'est une invitation à tous sur la question de l'économie. Il faut qu'on entre dans ce débat-là et il faut de ce point de vue-là également que l'on voit qu'est-ce qu'on a entendu. Quand vous entendez par exemple des gens qui ont travaillé qui ont été des praticiens et qui vous disent, par exemple, comme c'était le cas d'Abdelazim Abou Zaid, le professeur Abdelazim, et qui vous dit, il faut qu'on fasse attention, parce que ce qu'on est en train de faire, au nom de l'économie islamique, on demande à des savants d'être jugés partis, donc on est en train de faire capoter le projet par la méthodologie que nous utilisons pour le réaliser. Il faut qu'on entende ceci. Ce sont des discours critiques très importants. L'économie islamique ou la finance islamique aujourd'hui, il faut en faire la questionner critiquement sur le fond et la questionner critiquement dans son application et la questionner fondamentalement, comme l'a fait également dans son intervention le docteur Mohamed Seddir, qui disait une chose très importante. La question de l'économie, ça n'est pas la méthodologie. La question de l'économie, ça n'est pas simplement la définition des termes, c'est la finalité du projet. C'est qu'est-ce qu'on est en train de réaliser. Et vous avez entendu venant de la salle les gens disant attention, est-ce qu'il s'agit simplement de réguler le capitalisme ou de se poser une question de fond sur la finalité de l'économie? Voilà des questions qui sont fondamentales, qu'il ne faut pas simplifier. Et là encore, on a eu dans le débat qui était le nôtre hier, sous l'autorité de notre... je ne l'ai pas cité, mais je profite maintenant, Ibrahim Ezzayad, qui est à The European Muslim Network avec nous, qui a mené cette discussion-là. Très rapidement, parce que là aussi, c'est une responsabilité qui est la nôtre à tous.
Et moi, je ne veux pas que le savoir il soit de ce côté-là et que l'écoute soit de l'autre côté. C'est de se responsabiliser, comme on a dit par rapport à ça, sur la question du discours islamique. Et ce qu'a mis en évidence le professeur Jonathan Brown ce matin, sur la question de d'où vient l'autorité. Comment ça se fait qu'on suit quelqu'un? Et qui vous dit qu'à partir d'un certain moment, souvent, les gens suivent un savant parce qu'il confirme ce qu'ils pensaient avant de l'entendre. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, mais c'est troublant. C'est très troublant, parce que l'organisation de l'autorité aujourd'hui en islam, elle est problématique. On a un vrai problème de ce point de vue-là. Et donc, il posait ces questions-là dans la discussion de ce matin et qui nous amène finalement à la responsabilité, ce qui a mis en évidence par professeur Hiba Raouf Izzat par rapport à un moment donné de se dire on ne peut pas systématiquement blâmer ceux qui donnent à l'autorité extérieure une force qui serait uniquement sur la réputation et uniquement sur l'institution et qui ne se donnent pas le devoir d'aller chercher. En d'autres termes, c'est vrai, on peut faire toute la critique qu'on veut sur les savants, mais si au bout du compte, on est assis à attendre que la fatwa nous vienne ou on pense que c'est par le téléphone, ce qu'elle a dit, c'est très très important. Ce qu'elle a dit, c'est très très important aussi que nous réfléchissions à un moment donné. La demande de savoir, c'est dans l'interaction entre des personnes. On ne répond pas à une question religieuse uniquement avec l'intelligence, on y répond avec le cœur, on y répond avec la sensibilité. Très important, ces questions-là qui étaient également mises en évidence. Et vous avez entendu également tout ce qui a été mis en évidence en Europe. Quand on vous dit en Europe que vous, les musulmans, vous devriez vous réveiller, que vous n'avez rien fait, et que vous entendez que depuis 20 ans, des institutions ont été mises, des séances ont été faites, que ce travail a été fait, vous ne pouvez pas dire, moi je n'arrête pas de répondre ça aux journalistes, arrêtez de dire que nous n'avons pas évolué. Vous n'avez pas évolué dans votre perception des musulmans, mais les musulmans ont beaucoup évolué dans les réponses qu'ils donnent à ces questions-là. Nous avons beaucoup apporté. Non mais, j'ai une fatwa personnelle sur les applaudissements. Donc, en l'occurrence, là aussi, c'est très important. Et qu'on dise également, ce qui a été également un des grands éléments, le docteur Rali a posé la question également au docteur El Arb El-Bashri, une question très importante. Cette idée, c'est l'essence même de notre centre. C'est de dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des fatwas qui viennent de savants uniquement dans le rapport au texte. S'ils ne connaissent pas le contexte, s'ils ne connaissent pas les questions, donc il faut que l'on puisse faire ceci en commun. Et l'autre chose qui est importante, nous n'avons pas, nous les musulmans, le monopole de la connaissance des sociétés, des sciences et de tous les savoirs. Ça n'est pas vrai. Donc à partir d'un certain moment, nous ferions bien d'être humbles sur ces savoirs et d'écouter ce que certains ont à nous apporter. Et ils ont des choses à nous apporter sur le plan éthique, sur le plan moral. J'aimerais vous dire une chose, il y a des savants qui ne sont pas musulmans, qui sont dans leurs travaux et dans leurs professions plus éthiques que les musulmans. Donc à partir d'un certain moment, il faut écouter, il faut prendre, et dans cette dimension-là, c'est ce qui a été mis en évidence ce matin par des gens qui sont des savants de premier ordre, ceux qui sont de premier ordre en Europe, avec des gens qui ont l'expérience, et puis aussi d'entendre. Arrêtons aussi d'avoir des discours politiques simplistes, ce qui a été mis en évidence également dans l'expérience, dans cette grande expérience par professeur Hebara ou Azad sur l'expérience qui vient d'une société majoritairement musulmane, qui est la nôtre aussi. À un moment donné, il y a une chose qui est ressortie de cette discussion ce matin. Nous ne pourrons pas, en tant que musulmans, développer une pensée critique si nous ne parlons pas du pouvoir, de qui a l'autorité et comment est-ce qu'on la négocie. Nous ne pouvons pas faire semblant que ça n'existe pas. Ce sont des questions critiques également que nous avons. Et sur la dernière des choses, la discussion sur la question de l'homme et de la femme. On a pu voir cet après-midi aussi des questions qui sont particulièrement importantes. Et ce que moi je retiendrai également de ces questions-là, c'est que c'est des vraies questions qui ont été posées entre deux membres du centre, entre l'idée, est-ce que le problème, il est dans la lecture musulmane, la lecture masculine? Est-ce qu'il est dans la projection culturelle? Est-ce qu'il est dans les instruments méthodologiques? Où est le problème? Eh bien, aujourd'hui, il y a, moi je ne pense pas, je vais être suisse là pour le coup. Et les Suisses, vous savez, ils sont neutres. Mais les deux, à mon sens, les deux positions se tiennent. Les deux positions, parce qu'ils ne parlent pas de la même chose, ils ne parlent pas au même niveau. L'un parle de la projection culturelle, de
le fait qu'en fait, nous, il y a une chose qu'il faut qu'on dise. Le culturel est très important en islam et c'est une belle chose de voir le culturel, l'islam s'ouvrir aux cultures. Mais attention, le culturel ouvre autant qu'il enferme. Historiquement, le culturel peut être la projection qui va enfermer l'interprétation des textes, même si le culturel ouvre à la diversité. Mais dans la question des femmes, il a souvent fermé. Donc il y a un vrai problème culturel. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'effectivement, il faut poser la question de la méthodologie, de la question des instruments qui sont utilisés. Je pense que les deux sont vrais. Et je ne pense pas qu'on puisse exclure l'un par rapport à l'autre. Mais on a aussi entendu une chose qui était particulièrement importante et qu'on a minimisée. Vous pouvez être d'accord ou pas avec ce qui a été mis en évidence par le cheikh Nasser El-Qahtani, mais il y a une chose qui est aussi importante. Que par rapport à la question sur l'homme et la femme, les questions du genre, on ne peut pas nier à un moment donné que ces questions-là ont évolué. Mais nous avons aussi le devoir de questionner les théories qui s'imposent à nous. Qu'aujourd'hui on me dise tout est une construction culturelle, je dis non parce que les versets coraniques, oui, moi je pense que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme n'est pas la femme. Mais dire l'homme n'est pas la femme, ça veut dire que tout n'est pas construction culturelle. Mais vous ne pouvez pas nier que dans les rôles qui sont assignés à l'un à l'autre, il y a des constructions sociales et culturelles et historiques. Bien sûr qu'il y a les deux. Donc on ne peut pas commencer à dire vrai ou faux. Regardez, nous sommes entrés dans cette discussion-là sur la complexité du rapport au texte, de sa compréhension, de la méthodologie, de la culture et même des théories qui nous sont imposées parfois, où les gens considéreraient que de ce point de vue-là, on n'en discute pas. Or, c'est une erreur, il faut les discuter et il faut les entendre de ce point de vue-là. D'autant plus que ce qui nous a été dit, c'est également d'aller plus loin, ce qu'a mis en évidence Dr Mulki Sharmani et de la même façon ce que l'on a entendu de Dr Jamilia Moussali. Ce sont des éléments qui sont importants sur quel type de débat nous avons à l'intérieur. Et je suis désolé, on ne peut ne pas être d'accord avec certains courants féminins, mais il y a certaines questions qui sont d'une légitimité première. Un acte de mariage compris comme un rapport d'échange, un rapport commercial, c'est un vrai problème. Les plus grands savants que nous avons, je ne sais pas si vous lisez, mais les plus grands savants, on peut lire At-Tabari, on peut lire Abu Hamid El-Ghazali, leur discours sur la question féminine et sur la femme, c'est un discours à ébranler une conscience. Mais vous ne pouvez pas les sortir de leur contexte en les jugeant définitivement. Mais vous êtes obligé de tenir compte de leur contexte pour dire leur positionnement sur la femme est plus culturel qu'islamique. Et après, vous pouvez rentrer dans le débat. Donc, on a eu ces discussions-là. Et alors, pourquoi on fait ça ? Pour vous divertir pendant 2 jours ? Non, pour nous réveiller, tous. Tous. Et là, je ne parle pas simplement aux musulmans qui sont dans cette salle, aux hommes et aux femmes de toute confession. Les musulmans au premier rang, bien sûr, puisque c'est un centre de législation islamique et éthique, mais pour qu'on vienne ensemble poser les vraies questions, que nous entrions dans ce débat et qu'aucune personne qui soit rentrée dans cette salle ne pense que ce débat, il se fait de ce côté de la salle et qu'il ne se porte pas de ce côté. Parce que, moi, ce que disait ce matin Dr Jaballah, il disait une chose qui est importante, tout le travail qui a été fait par le Conseil européen est un travail fantastique. Le problème qui n'est pas acceptable après 10 ou 15 ans de travail, c'est que ce travail soit essentiellement en arabe, pas en anglais et pas dans les... Mais alors il est pour qui ? Pour qui travaille-t-on ? Pour les Arabes ? C'est un travail d'arabe pour arabe ? C'est un travail d'arabe. Non, je peux le dire parce que je suis arabe. Non mais ça va pas. À un moment donné, on a la responsabilité de la traduction. Une fatwa, c'est de A à Z. A, c'est de la formuler. Z, c'est de la traduire et de la donner à ceux qui vont l'utiliser. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc là, on a un vrai travail à faire. Et nous, on a décidé de travailler dans les 3 langues. On a décidé de faire ce travail qui était, oui, on a des cercles fermés, des petits séminaires où les cheikhs et joudères et beaucoup de chouyours qui sont là, ils sont venus, on travaille en cercle fermé. Ça, c'est loin du public, travailler en profondeur. Puis ensuite, on travaille avec des étudiants. Puis ensuite, on travaille avec le grand public. Donc, c'est pour le responsabiliser et non pas pour le divertir. Et ça veut dire, ce qui a été mis en évidence, c'est que cette vision que nous avons de relever
les questions sensibles, c'est pour pouvoir questionner nos méthodologies de lecture, nos interprétations. Et puis, une chose qui était très très importante, qui a été mise en évidence, c'est que s'il est vrai que dans le domaine du droit, comme il a été relevé, 1/10 c'est la lecture des textes, 9/10 c'est tahqiq al-manat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comment réaliser la raison d'être d'une règle dans un contexte donné. Comment on le traduit, ceci? Eh bien, ça, c'est notre travail à tous. Et on a besoin de ulama el-waqi' es-siyar, de gens qui connaissent leur terrain pour la traduction de ceci. Et là, chacun d'entre nous doit apporter sa contribution et de réconcilier les domaines. Ce par quoi j'ai commencé hier, je le rappelle, la réconciliation des règles, el-ahkam ou el-fatawa, avec le sens, c'est-à-dire les finalités, le but, l'objectif de ce que nous sommes en train de faire. Ça me paraît important. Réconcilier les domaines du savoir, que la règle, elle soit aussi liée à l'akhlaq, à l'éthique, que l'éthique, elle soit aussi liée à al-maqasid, les objectifs, mais que nous affinions la pensée des maqasid. Ce qu'a dit vraiment, je le rappelle, j'aimerais le souligner, et le docteur Heba hier, de dire attention, que nos discussions sur le maqasid, ce ne soit pas une vision statique des finalités et non pas un dynamisme dans l'histoire, un dynamisme dans l'évolution. Ça, c'est aussi quelque chose à laquelle nous sommes sensibles au niveau du centre. Et donc, ce que j'avais dit également, l'interdépendance des savoirs, vous avez vu, vous en rendre compte, vous pouvez avoir aucune de ces discussions-là si vous ne comprenez pas qu'à l'intérieur de l'islam, les savoirs sont interdépendants, mais qu'également à l'extérieur de l'islam, ils sont interdépendants. Parce que si vous voulez discuter, que vous n'êtes pas d'accord avec le professeur Yassoum, par exemple, Ndal Qassoum, sur la question d'évolution, vous ne pouvez pas venir avec un nas Qur'ani en lui disant, écoutez, kafir, ou kufr, vous ne pouvez pas faire ça. Ça n'est pas sérieux. Et si lui, il est d'accord, et si lui, il est positionné en matière scientifique, il est dans la conviction que tout ce que la science dit n'est pas en opposition avec le texte. Et notre problème, c'est parfois la lecture du texte. Donc nous sommes dans l'interdépendance des savoirs. Il faut prendre les savoirs au sérieux. Et il n'y a pas à hiérarchiser les savoirs. Quelqu'un qui travaille dans la biologie, dans la médecine, dans les sciences, dans l'économie, il ne faut pas hiérarchiser. Il faut trouver dans les savoirs leur interdépendance et leur complémentarité. Ça, c'est ce qui a été mis en évidence dans l'interdépendance des savoirs. Et c'est aussi questionner les autorités. Qui parle d'autorité? Non, un savant, un cheikh, quand il parle de la santé, ça n'est pas lui qui a l'autorité. Ça n'est pas lui l'autorité du savoir, du corps. Il ne peut pas parler du cerveau, il ne peut pas parler du cœur, il ne peut pas parler des organes avec autorité. Il écoute qui a autorité. Et qui a autorité? Celui qui détient le savoir dans ce domaine-là. Ensuite, ils travaillent ensemble pour orienter l'éthique avec les deux autorités, mais pas l'autorité du texte qui s'impose à l'autorité du savoir scientifique. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas possible qu'on continue de cette façon-là. Donc il faut aussi questionner. Mais vous avez bien compris, tout ce que nous faisons, le droit de questionner et la nécessité de respecter. De respecter. Et c'est ce que nous avons voulu donner comme exemple dans ces panels. Regardez, le respect mutuel et même avec l'humour. Vous savez, il faut qu'on réussisse aussi à débattre avec un peu d'humour. Le sérieux n'empêche pas l'humour. Nous manquons d'humour même dans nos divergences. Et de voir... de vous voir sourire au moment où vous n'étiez pas d'accord, ça fait du bien. Alhamdulillah. Donc, je termine. Vous avez bien compris l'esprit de ces rencontres pendant 2 jours. C'était ceci, c'était entre la réconciliation des domaines, l'interdépendance des savoirs, l'autorité, la responsabilisation du public, ceux qui nous écoutent par Internet comme ceux qui sont dans la salle, en vous appelant de ce point de vue-là à ne pas être passif par rapport à ce savoir-là. On n'a pas le droit, avec tout ce qui se dit sur l'islam et toutes les crises intérieures que nous vivons, nous ne pouvons pas être passifs. C'est-à-dire, oubliez le monde. Oubliez tout ce qui se dit en Occident ou ailleurs sur l'islam. Regardez simplement notre situation intérieure. On ne peut pas être intellectuellement passif, socialement passif et culturellement. On ne peut pas. Ça n'est pas possible parce que nos crises sont trop importantes pour que nous puissions justifier de la passivité. Donc, en l'occurrence, pas de passivité. J'aimerais simplement vous inviter, parce que c'est aussi un travail que nous avons décidé de faire. Quel est notre accès au grand public? Notre accès au grand public, c'est toutes nos publications. Ça veut dire le website que nous avons, où nous avons 11 domaines sur lesquels nous travaillons. Il y a des articles que vous pouvez lire, il y a des articles même que vous pouvez envoyer. Soyez en interaction avec le travail parce que notre fenêtre publique, c'est d'avoir un site en 3 langues. En français,
puisque c'est la langue majoritaire ici, mais en arabe et en anglais. Tout ce que nous essayons de faire en 3 langues. J'aimerais vous rappeler une chose, nous voulons nous améliorer. Et vous pouvez avoir vu des choses qui ne vous plaisaient pas ou des choses qu'on doit améliorer. S'il vous plaît, comme l'a rappelé le docteur Fathi, l'évaluation est importante. Vous prenez juste... C'est aussi un pacte que nous avons les uns avec les autres. Vous êtes venus, vous avez assisté, donnez-nous simplement une évaluation pour que nous puissions améliorer les choses. Voilà, c'était les mots que je voulais dire, simplement pour, à partir de tout ce que nous avons entendu, vous remercier tous de votre présence, remercier tous les panélistes qui étaient présents. Inch'Allah, notre projet, c'est de poursuivre la route de ces conférences internationales. À mars de l'année prochaine, Inch'Allah, de nous retrouver à Kuala Lumpur, en Malaisie. On a d'ailleurs ceux qui vont... Oui, c'est... Non, mais vous êtes tous cordialement invités à assister, mais pas pour les billets d'avion. Ça, c'est pas nous. Donc, Inch'Allah, mais vous pourrez assister, comme l'ont fait des gens à partir du live stream, de pouvoir continuer ceci. Nous avons les frères et les sœurs qui sont venus de Malaisie pour venir voir comment ça se passait pour préparer la prochaine édition, Inch'Allah. Que Dieu vous aime, vous garde, vous protège et vous permette de continuer sur la route. Ne bougez pas, je pense que le docteur Fathi a un dernier mot à vous dire. On arrive vraiment au bout et nous avons été exceptionnellement bons puisque nous n'avons que 23 minutes de retard aujourd'hui. Donc, docteur Fathi, tfaddal, pour terminer. Wassalamu alaikum.